votre impôt sur le revenu et à 75% de votre impôt sur la fortune immobilière. On compte sur vous. Merci beaucoup. Merci de votre écoute sur Radio Notre-Dame. La matinale se poursuit tout de suite avec le grand témoin. C'est avec vous, Simon Tatro. Y aurait-il un climat de défiance des Français envers l'Europe, souvent critiqué, voire décrié, en point de mire des élections européennes qui ne déchaînent pas les passions? Sauvons l'Europe, un titre en forme de cri d'alerte de Didier Fasquelle pour son dernier ouvrage aux éditions du Cerf. Didier Fasquelle est ancien vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, conseiller régional des Hauts-de-France. Bonjour. Oui, bonjour. Daniel Fasquelle. J'ai dit Didier. Oui, Didier Je est ne un sais pas très pourquoi, beau... j'ai écrit Daniel en plus. Je suis Didier désolé. est un très beau prénom, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi je vous Mais appelle ça n'est Didier. pas le mien. Excusez-moi. Pas de souci. Mea culpa. Donc bonjour Daniel Fasquelle. Absolument, tout à fait. Bonjour. Alors sauvons l'Europe. L'Europe est en danger? L'Europe est en danger puisque elle est attaquée de toutes parts, décriée, défigurée. Et c'est ce cri d'alarme que je lance dans cet ouvrage parce que l'Europe, finalement, c'est une part de nous-mêmes. On ne peut pas se dire français et ne pas être aussi européen. Je pense qu'on est les deux à la fois nécessairement, de par la géographie, l'histoire, puis les idées, la civilisation européenne, qui est évidemment une part également de l'identité française. Et puis l'Europe est en danger parce que trop souvent, les hommes ou les femmes politiques tiennent un discours à Bruxelles ou à Strasbourg, et puis un autre ici à Paris, et trop facilement se défausse sur l'Europe. C'est la faute de l'Europe, si. Et puis on a des commentaires qui sont voilà, souvent très critiques à l'égard de l'Europe, mais injustement critiques. Je pense par exemple aux commentaires sur les normes ou sur le fait que tout se déciderait à Bruxelles entre quelques fonctionnaires bureaucrates, ce qui est évidemment tout à fait faux. Pourquoi ce climat de défiance au sein de la population, Daniel Fasquelle? Je pense qu'il est à la fois lié à la complexité du fonctionnement de l'Europe. On a toujours un peu peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne comprend pas. Et puis c'est lié à beaucoup de démagogie de ceux qui, parce qu'ils espèrent gagner quelques voix, critiquent ou défigurent l'Europe, ou parce que tout simplement certains autres n'ont pas le courage d'assumer les positions qui sont les leurs ou de défendre ce qu'est l'Europe. On a malheureusement aujourd'hui dans ce pays beaucoup de populisme, de démagogie. Et ça abîme tout, y compris l'Europe. Les populismes sont la menace première? Oui, sans aucun doute. Si on prend l'exemple de la démocratie, c'est un passage Oui. du livre. Moi, je suis professeur de droit. Et donc, j'enseigne notamment le droit européen en deuxième année à mes étudiants à la faculté de droit de Boulogne-sur-Mer et à Dunkerque. Et j'ai l'occasion de leur expliquer, et ça prend un peu de temps évidemment, parce que l'Europe est une construction nécessairement complexe, qu'en fait et en réalité, l'Europe est démocratique, contrairement à ce que l'on dit. La Commission européenne, vous savez, il y a dans les institutions européennes autant de fonctionnaires qu'à la seule mairie de Paris. Donc on ne peut pas dire que l'Europe a abusé des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires. Et il est complètement faux de dire que la Commission européenne, les fonctionnaires de la Commission européenne décident de tout. Déjà, la Commission européenne, les commissaires européens, ce sont des politiques, souvent d'anciens ministres. Thierry Breton, par exemple, pour la France. Autrefois, Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères, qui a préfacé mon ouvrage. Et donc, pour commencer, les commissaires européens, ce sont des politiques qui ont été choisis par les politiques, par les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil européen, et ensuite investis par le Parlement européen. Mais en plus de cela, la Commission européenne ne décide pas de tout. Alors, elle a un pouvoir d'initiative, c'est elle qui met sur la table les propositions de loi européenne, on parle de règlement ou de directive, mais quand on regarde les choses de près, dans 80% des cas, la Commission européenne, quand elle met un texte sur la table, c'est à la demande du Conseil européen, c'est-à-dire à la demande des chefs d'État et de gouvernement, ou à la demande du Parlement européen, qui vote des résolutions, les parlementaires européens. Donc, l'Europe fonctionne parfaitement de façon démocratique. Et le dernier traité, qui est le traité de Lisbonne, à propos duquel on a dit aussi beaucoup de bêtises, a renforcé le caractère démocratique de l'Union européenne, par exemple en associant les parlements nationaux aux grands textes européens. Avant le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009, eh bien, les parlements nationaux n'étaient informés des textes européens qu'à travers leur gouvernement. Ils le sont maintenant directement et systématiquement par les institutions européennes. Et il y a au sein, si on prend l'exemple de la France, de l'Assemblée et du Sénat, une commission des affaires européennes. J'ai moi-même siégé pendant plusieurs années au sein de la commission des affaires européennes
de l'Assemblée nationale. Et au sein de ces commissions, on examine les textes européens et on a la possibilité de voter sur certains de ces textes et de mettre un carton rouge à la Commission européenne, de bloquer l'adoption d'un texte si ce texte ne respectait le principe de subsidiarité, un principe essentiel dans la répartition des compétences et dans la gestion des compétences entre les États et l'Union européenne. On pourrait citer d'autres exemples encore. Donc, contrairement à ce que j'entends du matin au soir, ce sont ces affreux fonctionnaires européens qui, à Bruxelles, décident de tout, c'est complètement faux. Donc, il faut arrêter de le dire parce qu'on cède à la facilité en le disant, mais surtout, on finit par intoxiquer les Français qui, à la fin, finissent par détester l'Europe. Une Europe qui n'existe pas, une Europe qui est fabriquée de toutes pièces par ceux qui font preuve de démagogie ou qui cèdent à la facilité. Mais ça a l'air compliqué, l'Europe. C'est ça qui fait peur, en fait. Alors, effectivement, l'Europe est compliquée, mais quelque part, c'est inévitable parce que l'Europe, elle fonctionne à la fois dans le respect des identités nationales et chacun des États est représenté à travers le Conseil européen, les chefs d'État de gouvernement, à travers le Conseil de l'Union européenne qui est co-législateur. Mais l'Europe, elle se doit aussi d'écouter les peuples européens. Or, les peuples européens, les Européens sont représentés à travers leurs députés. Nous aurons des élections en juin prochain et j'invite vraiment les uns et les autres à se rendre aux urnes, à s'intéresser à ces élections parce qu'elles sont extrêmement importantes pour notre avenir, parce que l'Europe, c'est une part de notre avenir. On le voit par exemple avec la guerre en Ukraine. Et donc, on est en permanence dans cet équilibre entre le côté intergouvernemental, comme on le connaît dans les grandes organisations de coopération intergouvernementale, mais également le côté supranational. On dépasse les nations à travers notamment le Parlement européen. Il faut l'accepter parce que simplifier l'Europe, c'est soit revenir en arrière tout casser, on a vu les conséquences que cela entraînerait avec le Brexit, ou alors c'est aller vers une Europe fédérale, ce que personnellement je ne souhaite pas. Je pense que d'ailleurs les habitants ne le souhaitent pas. Et à ce sujet, il faut arrêter de vouloir construire une Europe fédérale, comme certains le souhaitent, ou l'annoncent encore aujourd'hui, alors qu'on sait très bien que nos concitoyens n'en veulent pas. Ils l'ont dit et répété. On se souvient de l'échec du projet de traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005, où très clairement les Français ont voté contre une Europe fédérale. Or, malheureusement, on continue de laisser croire qu'on est dans une construction qui n'est pas achevée et que l'étape d'après, petit à petit, et par un effet de cliquet, que vous en vouliez ou non, eh bien, on vous fera une Europe fédérale. Mais les Français veulent que la France garde sa souveraineté, qu'on ne dilue pas l'identité française par rapport à la construction européenne et qu'on préserve cet équilibre. Mais préserver cet équilibre, c'est accepter aussi une certaine complexité, l'assumer et en faire la pédagogie. C'est ce que j'essaye de faire avec mon livre. Tout à fait. Il y a de plus en plus une frange de la population qui appelle à sortir de l'Europe. Est-ce qu'on peut craindre un Frexit dans l'image du Brexit qu'on a connu il y a peu? Alors, je ne pense pas qu'en France, on en soit là. Surtout qu'on a maintenant les enseignements du Brexit. On sait très bien que ceux qui souhaitaient en Angleterre que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne ont menti aux Britanniques. Ça a été démontré. Ils l'ont même reconnu eux-mêmes. Nigel Farage, le leader du Leave, a reconnu que beaucoup de bêtises avaient été dites à l'époque. Mais il n'empêche qu'avec des mensonges qui ont parfois été affichés sur des bus londoniens, on a intoxiqué les Britanniques qui ont voté pour le Brexit, qui ont été convaincus à un moment que le Brexit, c'était le bonheur et que la Grande-Bretagne allait retrouver l'allant et le rayonnement qu'elle avait eu au XIXe siècle. C'est tout à fait faux. La Grande-Bretagne s'enfonce dans la crise et aujourd'hui, les Britanniques sont à plus de 60% à regretter le Brexit. Donc je crois que ça fait quand même réfléchir, y compris ceux qui, en France, et je pense à certains leaders politiques comme Madame Le Pen, qui était proche de nous proposer un Frexit, qui nous expliquait que le Brexit, on verrait que c'est les Britanniques qui avaient eu raison de s'éloigner de l'Union européenne, de quitter l'Union européenne. Les faits démontrent le contraire, et donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque de Frexit. Par contre, il y a un risque de défiance croissante à l'égard de l'Union européenne, mais qui nous mènera nulle part. Parce qu'effectivement, vous avez raison, si on ne quitte pas l'Union européenne, dès lors qu'on reste dans l'Union européenne, il faut la faire fonctionner. Et si on fait un choix différent d'une Europe fédérale, bien, il faut accepter cette complexité. Il faut accepter que l'Europe est imparfaite aussi, qu'il faut l'améliorer. Oui.
Je fais en ce sens également des propositions dans mon ouvrage. Mais si on ne veut pas... J'invite les uns et les autres à regarder l'évolution de la France et de l'Allemagne. Parce que très souvent, on nous dit, oui, mais si la France va mal, c'est de la faute de l'Europe. Écoutez, si vraiment les normes européennes, si vraiment l'Europe était un frein à la croissance française et la source de tous nos maux, comment expliquer que dans la même Europe, avec les mêmes règles, l'Allemagne aille très bien et la France aille très mal? Regardez le déficit du commerce extérieur, le déficit de notre budget, l'endettement du pays, le taux de chômage. Et en plus, alors qu'on était au coude il y a 20 ans avec l'Allemagne, la France a décroché par rapport à l'Allemagne. Donc le problème, ce n'est pas l'Europe. Le problème, en l'occurrence, c'est la France. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on balaye devant notre porte et qu'on cesse d'accuser l'Europe des maux que nous vivons, alors que ces maux sont en réalité, ou en tous les cas, pour origine essentiellement une surtransposition des règles européennes ou tout simplement des règles françaises qui ne sont pas adaptées au monde d'aujourd'hui. Vous dites le problème, c'est la France. Mais il n'y a pas d'Europe sans la France. C'est ce que vous dites vous-même. Bien sûr. Vous savez, on appartient au même continent, même si les limites de l'Europe géographiquement sont parfois difficiles à dessiner, notamment quand on va vers l'Est. On a une histoire commune, on a des grands auteurs en commun, on a une culture en commun, mais on a aussi des idées en commun. L'Europe, c'est aussi la civilisation européenne. Et la civilisation européenne, bien, c'est le fruit de l'héritage à la fois gréco-romain, mais également le fruit d'un héritage judéo-chrétien. Et on ne peut pas dissocier le siècle des Lumières, la Déclaration des droits de l'homme, les valeurs auxquelles nous sommes attachés, de démocratie, de respect de l'état de droit, de respect de la personne humaine, de cette histoire qui, en fait, traverse l'ensemble du continent et qui n'est pas spécifiquement française. Elle est française. La France a apporté sa pierre à cet édifice largement, mais cette histoire, elle est essentiellement européenne. Et ces idées qui sont les nôtres, qui ont une vocation universelle, ce sont les idées de la France, mais également ce sont les idées de l'Europe. Et on ne peut pas détacher l'un par rapport à l'autre. On ne peut pas se dire je suis français, mais je ne suis pas européen. Nous sommes français et européens, de par la géographie, de par l'histoire, et de par tout simplement nos convictions, nos idées, sauf à dire qu'on ne croit pas dans la démocratie, dans l'état de droit et dans le respect de la personne humaine. Mais à ce moment-là, ça concerne une extrême minorité, mais l'immense majorité de nos concitoyens sont attachés à des valeurs qui sont des valeurs pas seulement françaises, qui sont des valeurs en réalité européennes. Vous citez François Mitterrand qui disait « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». L'est-elle encore aujourd'hui, notre avenir ? Alors je cite François Mitterrand en le critiquant parce que bien sûr, oui. Il donnait l'impression qu'il opposait la France et l'Europe, et il donnait l'impression que quelque part la France était le passé, l'Europe c'était l'avenir. Je pense que l'avenir c'est et la France et l'Europe, et on a besoin à la fois des deux. Parce qu'on sait très bien que la France, avec 60, 70, peut-être même 80 millions d'habitants demain, sera incapable de tenir tête aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, ou à des géants, même aujourd'hui, comme le Brésil. Dans un monde multipolaire et de plus en plus instable et dangereux, la France ne suffit pas. Nous avons besoin de l'Europe. Or, cette Europe, aujourd'hui, elle est extrêmement faible. C'est un géant économique, mais c'est un nain politique. On le voit en ce qui concerne en ce moment le conflit en Palestine ou entre Israël et l'Iran. Ce sont les États-Unis qui sont en première ligne. Ce sont les États-Unis qu'on écoute, pas l'Europe. L'Europe a cédé à la facilité depuis les années 60-70 en pensant que, avec la chute du mur de Berlin par la suite, c'était la fin de l'histoire, en se réfugiant entre les bras de l'Amérique à travers l'OTAN et en pensant que les Américains nous protégeraient militairement. On voit bien qu'avec Donald Trump, demain, les Américains peuvent parfaitement se retirer militairement de l'Europe, en tout cas ne plus s'engager comme ils l'ont fait à nos côtés. Donc, dans un monde instable, on le voit avec la guerre en Ukraine, nous avons besoin de plus d'Europe, et notamment d'une Europe qui soit écoutée et qui soit capable de se défendre. Il faut muscler nos armées, il faut muscler notre industrie de défense. Je salue le travail qui a été fait par exemple par François-Xavier Bellamy au Parlement européen, qui a été à l'origine avec le Parti populaire européen de la création d'un fonds européen de défense. C'est une première avancée en 2021 avec 7 milliards d'euros. C'est essentiel. Si on veut être écouté, il nous faut absolument une défense
européenne, pas forcément une armée européenne. On peut conserver chacun des armées nationales, mais ces armées nationales doivent être plus fortes, mieux équipées, mieux en capacité de nous défendre. Et puis derrière, il nous faut des munitions, on le voit bien en ce moment avec la guerre en Ukraine, à combien ça manque. Et puis il nous faut aussi une industrie de défense, il ne faut pas être dépendant, notamment des Américains, de ce point de vue. Et tout cela est possible, mais ça veut dire qu'il faut qu'on mette de l'argent, des moyens, et puis ensuite, évidemment, qu'on se coordonne mieux entre pays européens en matière de politique étrangère pour arrêter des positions communes et se donner les moyens ensuite de défendre ces positions communes. Et je ne pense pas de ce point de vue-là, d'ailleurs, que la solution soit la fuite en avant avec l'adhésion de nouveaux États membres, une Europe demain à 30 ou à 35. Je crois plutôt à une Europe en plusieurs cercles, un cercle autour de la France et de l'Allemagne, de pays plus intégrés qui pourraient justement se donner les moyens de mieux défendre les intérêts de l'Europe. Puis un cercle ensuite plus large de pays qui souhaitent notamment partager avec nous un marché commun. Puis un troisième cercle encore plus large à la périphérie où on pourrait retrouver des pays comme la Biélorussie, l'Ukraine, la Turquie et pourquoi pas certains pays du pourtour méditerranéen. Mais la solution, ça n'est certainement pas dans cette espèce de fuite en avant où on repose, certains le proposent aujourd'hui, l'adhésion de nouveaux États membres. Ce qui veut dire que demain, dans une Europe à 35, pour fonctionner, eh bien, on ne pourrait plus avoir un commissaire par État membre et on serait obligé nécessairement d'aller vers une Europe fédérale, seul moyen de faire fonctionner cette Europe à 35. Oui, donc je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins et j'espère que ces élections européennes seront l'occasion d'une réflexion aussi sur cette organisation de l'Europe et sur le fait que, par certains côtés, on fait fausse route en voulant une Europe toujours plus fédérale et en voulant des élargissements supplémentaires. Ça a conduit à un Brexit et ça peut conduire demain à une vraie catastrophe. À vous écouter, l'Europe est peut-être encore en construction ou plutôt à perfectionner. Alors justement, moi je pense que la construction européenne, il faut la considérer dans ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire dans cet équilibre entre à la fois la dimension européenne, la dimension nationale, la souveraineté européenne et la souveraineté nationale, mais elle est à parachever, bien évidemment. Si on prend l'exemple de la révolte récente des agriculteurs, ils ont parfaitement raison, en ce sens qu'il faut arrêter de multiplier les accords de libre-échange. On vient de s'engager dans un nouvel accord de libre-échange, par exemple avec la Nouvelle-Zélande, où on a supprimé les droits douane sur la viande porcine. C'est une erreur, à mon avis, en tous les cas. Je pense qu'il faut, s'agissant de ces accords de libre-échange, l'Europe, elle s'est fondée sur le libre-échange à l'intérieur du marché commun. Elle a toujours défendu l'idée du libre-échange dans ses relations avec le reste du monde depuis les années 60-70. Peut-être qu'on est allé trop loin, on n'a pas su vraiment défendre nos intérêts, il faut peut-être rétablir des droits de douane. Si vous prenez l'exemple des véhicules automobiles chinois, dont on sait qu'ils vont envahir le marché européen, actuellement en Europe, on a des droits de douane de 10%, aux États-Unis de 27%. Donc il faut arrêter d'être naïf. S'agissant du textile, on a mis fin aux accords multifibres qui protégeaient notre industrie textile en 1999. On a fini de détruire ce qui restait de l'industrie textile européenne. Donc oui, on a besoin. Moi, je ne suis pas protectionniste. J'enseigne en plus du droit européen le droit de la concurrence. Donc, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf. On sait très bien que les Chinois aident une partie de leur industrie, y compris leur industrie automobile. On sait que les Américains aident une partie de leur agriculture, alors qu'ils nous reprochent nous-mêmes, dans le passé, d'avoir aidé nos agriculteurs et la production agricole. On s'est laissé culpabiliser, on a été naïf. Je pense qu'il faut cesser de l'être. Il faut peut-être renégocier ces accords de libre-échange, bien réfléchir avant de s'engager dans de nouveaux accords de libre-échange. Je pense par exemple au Mercosur. Et puis, il faut qu'on sache aussi défendre nos intérêts. Un autre exemple, s'agissant de la commande publique. Il faut savoir qu'aux États-Unis et en Chine, ils n'hésitent pas, s'agissant de la commande publique, à privilégier les entreprises qui se trouvent en Chine pour les Chinois, aux États-Unis pour les États-Unis. En Europe, on est incapable d'en faire autant. Moi, je suis favorable à ce que, s'agissant de la commande publique, on puisse dire clairement, quand il y a une commande publique de l'Europe, voire des États européens s'ils le souhaitent, qu'on puisse privilégier les entreprises européennes. Cessons d'être naïfs. Donc oui, l'Europe, elle a besoin d'être largement repensée. Dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, on n'arrête pas d'imposer des normes nouvelles à nos producteurs pour importer des produits depuis le reste du monde qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos propres producteurs. On importe des pommes de Chine, par exemple. Ça n'a absolument aucun sens. Et demain, on va importer la viande du Canada ou de l'Amérique du Sud.
Et en même temps, on détruit les filières productrices de viande en Europe. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Donc je pense qu'il faut remettre là aussi les choses à l'endroit. Mais remettre les choses à l'endroit, c'est pas remettre en cause l'Europe. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines politiques qui sont menées en France. C'est pas pour autant que je critique la France en ce qu'elle est. Et on peut demain ne pas être d'accord avec l'Europe, avec ce qu'elle fait, sans pour autant remettre en cause l'Europe. Je pense que c'est ça l'un des messages aussi du livre. Vous parliez tout à l'heure des conflits qui éclatent en Europe et à ses portes, Ukraine-Russie, Proche-Orient. Est-ce que l'Europe joue suffisamment son rôle? Non, absolument pas. On est complètement absent. On le voit bien, l'Ukraine attend les 60 milliards d'aides que les républicains bloquent au Congrès américain, plus que les aides de l'Europe, même si ces aides sont aujourd'hui utiles. Mais on n'a nous-mêmes pas suffisamment de réserves de munitions, pas suffisamment de moyens pour aider l'Ukraine au point qu'elle en a besoin. Et donc l'Ukraine attend le soutien des Européens, bien évidemment, mais surtout le soutien des Américains. Dans le conflit en ce moment entre Israël et l'Iran, et quant à ce qui se passe dans la bande de Gaza, qui est absolument épouvantable, ce sont les Américains qu'on écoute. Mais aussi parce que les Américains sont présents militairement dans la zone, y compris à travers leurs navires et leurs avions. On l'a vu d'ailleurs lors de l'attaque de l'Iran, dans le bassin méditerranéen. Donc tout ça est parfaitement lié. Et comme je le disais, je me répète, mais si on veut être écouté, être crédible, il faut aussi qu'on puisse avoir une armée, une capacité à nous défendre ou à intervenir si jamais c'était nécessaire, plus forte qu'aujourd'hui. Puis en matière de politique étrangère, moi je ne suis pas favorable à un ministre des Affaires étrangères de l'Europe parce que ce serait engagé dans une Europe fédérale. Chaque pays doit avoir sa propre liberté de décision, notamment en matière de politique étrangère. Par contre, à partir du moment où on a quelques-uns, et pas forcément à 27, pas forcément demain à 30 ou à 35, mais à quelques-uns arrêter une position, il faut qu'ensuite, on se donne les moyens de défendre cette position plus fortement qu'on ne le fait aujourd'hui. En quelques secondes, Daniel Fasquelle, les élections européennes qui arrivent d'ici quelques semaines, quel message vous avez envie d'adresser pour qu'on s'y intéresse un peu plus? Souhaiter que ces élections européennes soient l'occasion de mettre fin à ces bobards, voilà, et de faire la vérité sur ce qu'est l'Europe, sur ce qu'elle peut nous apporter. Et j'invite vraiment les uns et les autres à s'intéresser à ces élections parce que l'Europe, c'est, comme la France, une part de nous-mêmes, mais également, c'est notre avenir. Merci Daniel Fasquelle. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, conseiller régional des Hauts-de-France. Vous publiez Sauvons l'Europe aux éditions du Cerf, un livre qui est préfacé par Michel Barnier. Vous étiez le grand témoin de ce mercredi 17 avril. Merci d'avoir été avec nous, Daniel Fasquelle. Merci beaucoup. Et maire du Touquet également, Maire du Paris-Plage. Touquet. Je suis très fier. Merci à vous.